Libérez-vous. Vous êtes sous colonisation intellectuelle. Oh mon Dieu, je vais juste compléter un peu parce que je pense que Tariq a résumé l'essentiel. Je regrette aussi parce que je me sens associé à l'analyse médiocre qu'on a fournie de toute cette situation. Non, je voudrais juste ajouter quelques remarques sur l'intégration, le vecteur islamiste, la Turquie. Bon, il est clair que Tariq l'a fort bien expliqué dans son exposé. Il y a forcément prise de conscience depuis quelque temps de l'Occident qu'il fallait un changement de garde de leurs dictateurs. Ces dictateurs-là ne tenaient plus la route, il fallait un changement de garde parce que ça allait exploser d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils se sont mis effectivement à grenouiller, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure, pour s'assurer que ces mouvements ne leur échappent pas trop. Mais maintenant, il y a une bonne partie qui leur échappe, et ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est précisément jouer sur notamment le vecteur islamiste, et notamment cette polarisation dont a parlé tout à l'heure, et que j'ai très bien observé aussi en Tunisie, mais pas aussi intense qu'elle semble se faire maintenant d'après ce que j'entends ces derniers temps. Et donc l'intégration, alors on mélange un peu tout ça, il y a toute une série de concepts qu'on amalgame comme ça et qui font qu'on a une conscience très floue ou qu'on amène les gens à avoir une conscience très floue de toutes ces choses-là alors que c'est limpide. Il faut regarder les choses globalement. Politique, géopolitique, géostratégie, économie. Qui tient les bourses, qui a intérêt à mettre ses pions où, qui va chercher l'argent où se trouve le pétrole, où se trouve l'énergie. Or, ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'il faut comprendre à l'échelle de l'économie mondiale, c'est que ce capitalisme dominant, mené par les États-Unis, a besoin dans la phase dans laquelle il est aujourd'hui de contrôler particulièrement l'énergie. Parce qu'il a déjà assuré le contrôle, il y a à peu près un siècle ou deux, de la matière première, des matières de base et de la main-d'œuvre à travers le monde avec la mondialisation. Ça s'est aggravé encore, donc ce contrôle. Il s'est assuré le contrôle de l'argent après donc la Deuxième Guerre mondiale et Wall Street et les grands centres financiers qu'on connaît. Alors, ce qui lui manque maintenant, fin du XXe, début du XXIe, il a l'argent, il a les matières de base, il a la main-d'œuvre infiniment interchangeable à travers le monde avec la mondialisation. Ce qui lui manque, c'est le contrôle de l'énergie. Or, l'énergie se trouve à 85% sous les pieds d'arabo-musulmans. Donc, il faut mettre de l'avant ce fameux vecteur islamiste, il faut polariser, et nous, et Tariq l'a dit, et je le confirme, et je le dis aussi, nous-mêmes, nous intériorisons cette polarisation. Et nous-mêmes, de ces pays-là, ressortissants de ces pays qui devons nous sortir et trouver un autre modèle, altermondialiste, alternéolibéral, etc., parce que si on reste dans ce modèle-là, on ne s'en sortira pas, eh bien, nous-mêmes, nous faisons les porteurs du vecteur du statu quo qui va profiter encore à d'autres tyrans, téléguidés de l'extérieur, dont on a expliqué les mécanismes, et toujours les mêmes intérêts extérieurs. Alors voilà les quelques remarques que je voulais ajouter. Avant de procéder aux prochaines 4 questions, commençons par ici à ma droite. Une première question. All right. Hi. My name is Benny. If you don't mind, I'm going to ask my questions in English. And thank you for tonight, by the way. My first question regards to the UN and how the NATO and the US used the mandate to use that as a pretext to invade Libya. For me, while this is a very great injustice, how does their revolutions and how does the people of Libya and the rest of the continent use this and understand that if even an organization as the UN is not capable of stopping such brutality against a nation, against a continent,
what needs to change in our perspective, what needs to change in our thinking, what needs to change in our approach, so that such a thing doesn't happen again. Thank you. Okay. Thank you. À ma gauche. L'alternance homme-femme, s'il vous plaît. L'alternance homme-femme. Il y a des femmes qui attendent et tous les hommes sont en train de parler et les femmes n'ont pas la parole. S'il vous plaît. Mais, OK. Vous n'avez pas une question, madame? Non? OK. On va prendre une question d'une femme. Bonne idée, là. Oui. On entend pas. Bonsoir. Je vous remercie vraiment grandement, M. Tariq Ramadan et Omar Aktouf. J'ai une question pour Tariq Ramadan. On parle beaucoup sur la politique et l'économique qui sont les deux faces de pièces de monnaie, l'inséparable. Ce qui est au milieu, c'est l'obscurité dont le peuple arabe vit maintenant, c'est vrai. Qui est responsable de cette partie? Est-ce que c'est l'appartenance des mouvements ou bien c'est les personnes dont vous parlez hautement, ils ont le pouvoir pour avoir la décision pour le peuple, ou bien l'idéologie pathologique des dictateurs? S'il vous plaît, vous me répondez avec une réponse très précise. Merci. Oui. Une question ici à droite. Oui, bonjour, je m'appelle Mohamed Ali Ouila. J'ai une question pour M. Tariq Ramadan. Si j'ai bien compris votre analyse, vous avez dit que apparemment toutes ces révolutions sont initiées par les États-Unis ou par l'Occident et que c'est pour chercher des nouvelles voies pour contrer la concurrence des autres pays, comme la Chine. Vous avez cité le cas de la Chine. De quelle voie vous parlez? Est-ce que c'est de mettre d'autres gouvernements qui sont plus, disons, à la solde des États-Unis? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Autre chose, vous avez parlé de la cas de la Tunisie. En fait, vous avez dit qu'il fallait voir les choses sur trois perspectives, la politique, la géostratégie et l'économie. Comment vous voyez ça, les deux, géostratégie et économique, pour le cas de la Tunisie? Je ne le voyais pas. Okay, merci. Puis une dernière question à ma gauche ici, s'il vous plaît. Salam alaikum, Sam Ramiz de la mosquée Rawda. Juste une question, je remercie les conférenciers. Une question pour le Dr Tariq Ramadan. Comment vous voyez les intérêts géopolitiques et économiques des Américains envers le changement d'un régime qui supportait d'un régime avant, le régime de Moubarak, qui supportait vraiment ses intérêts à 100%. Donc, ils sont où les bénéfices du changement du point de vue économique ou géopolitique des Américains de ce sujet? Merci. OK. Alors, on peut commencer. Vous avez les 4 questions. Non, je pense qu'on peut se compléter sur même les 4 questions. Je vais simplement essayer d'aborder la première sur la question des Nations Unies et comment faire en sorte que qu'est-ce qui doit changer pour que ça ne se reproduise pas. Encore une fois, aujourd'hui c'est extrêmement difficile parce qu'on voit que les Nations Unies, ou ce qu'on appelle la communauté internationale, même dans le cas de la Libye, on s'aperçoit que comment les décisions ont été prises, comment on a reconnu le Conseil national de transition, comment est-ce qu'on l'a appuyé, comment finalement les Nations Unies ont appuyé cela. Le début de la résistance, c'est la lucidité, c'est de regarder un tout petit peu quelles sont les données et de ne pas être naïf sur les questions uniquement politiques, mais de commencer déjà par ne pas tomber dans le piège, mais ça on le sait tout de suite, on intervient là-bas pour défendre des innocents. Et puis, à partir d'un certain moment, c'est aussi notre mobilisation, c'est-à-dire que
il faut que dans le monde majoritairement musulman, il faut qu'en Afrique ou en Asie, mais il faut aussi qu'en Occident, jusqu'au Canada ou au Québec, il y ait des voix qui continuent à construire un discours qui soit fondé sur la vigilance, qui soit fondé sur la connaissance des faits. Il faut connaître les faits, un discours politique un tout petit peu élaboré, pas un discours d'engouement émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant de polarisation émotionnelle dans le monde arabe qu'il y a d'émotions dans notre façon de célébrer ces mouvements-là, ou de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, ou alors de tomber dans les deux pièges. Ce que je vois aujourd'hui aussi, c'est cette culture Internet. Cette culture Internet, elle permet énormément d'opportunités de résistance. Il faut les utiliser, il faut vraiment utiliser les opportunités de la résistance, mais elle développe aussi une culture de la passivité, une culture de la conspiration, où on voit des choses sur Internet où vraiment tout serait géré, manipulé. On peut pas... La colonisation intellectuelle, c'est de vous donner l'impression que vous ne pouvez rien faire, que tout est décidé. C'est pas ce que j'ai dit, je vais y revenir, j'ai pas dit ça du tout. Je dis il faut faire attention, les faits sont les faits et les faits parlent. Après, il faut les étudier, mais il ne faut pas tomber dans cette idée que rien n'est possible. Et là, c'est là où il faut qu'on transmette, une meilleure information. Sur la question de la réponse précise, qui est responsable de cette situation un peu entre le politique et l'économie, une réponse claire n'est pas forcément une réponse simple, parce que la réponse doit être à la portée de la complexité de la question. Les responsabilités sont partagées par beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Il est évident pour moi que la société civile arabe est grandement responsable d'un déficit aujourd'hui du véritable débat sur les questions de leur avenir. C'est-à-dire, je suis absolument contre cette idée de blâmer l'Occident pour tout, et un vrai discours de responsabilisation à partir de l'intérieur des pays, de la prise en compte de son histoire, de la psychologie collective, de ce passif, de ce patrimoine, du fait de sortir de la polarisation. L'une des plus grandes résistances aujourd'hui, et des chiites et des sunnites quand on les oppose, et de l'élite laïque et des islamistes quand ils les opposent, c'est de sortir de ce clivage-là. Et là, c'est possible. Ils ont réussi à faire tomber des gens quand ils sont venus ensemble contre, c'est-à-dire contre une dictature. Mais à partir d'un certain moment, il faut qu'on reste sur ces termes-là, c'est-à-dire quelles sont les priorités de l'action politique et économique du pays. Et pas simplement des purs fantasmes idéologiques qui nous opposeraient. Et vous allez remarquer, moi je ne cesse de le dire, même les mouvements islamistes par exemple, après vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais ils ont énormément évolué sur les 50 dernières années. C'est les forces politiques qui ont peut-être le plus évolué dans leur discours et dans leur approche. Par exemple, vous entendez aujourd'hui, par exemple, Amara, il a écrit un texte, il dit « Dawla al-Islamiyya hiya dawla madaniyya », c'est-à-dire, et il reprend là des choses qui ont été dites en Algérie, en l'occurrence, qui ont été dites au Maroc récemment, en disant il faut qu'on aille vers l'état civil. Et l'état civil, qu'est-ce que c'est? C'est reconsidérer ce qu'on appelait à l'époque l'état islamique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que qualifier un état islamique? Et là, il y a des vraies discussions, des vrais débats, il faut tenir compte de ça. C'est ça qui fait sortir les choses. C'est-à-dire, et c'est quoi ce débat, cet état civil? Comment est-ce qu'il va se constituer par rapport aux enjeux et aux priorités de l'action populaire, de la justice sociale? Ça, c'est les vrais enjeux des pays. La lutte contre la corruption, la lutte commune, on aimerait voir ces gens travailler ensemble contre la corruption, pour la justice sociale, pour une meilleure éducation, pour une véritable autonomie du pays. Ça, aujourd'hui, c'est une responsabilité. Et puis ensuite, évidemment, il y a la volonté qu'il ne faut pas nier, sinon on est naïf, de vouloir contrôler les débats dans le monde arabe par l'imposition d'un certain nombre de thèmes, de certain nombre d'approches qui sont encore une fois